Nous allons parler de la crise climatique. Ceci est une présentation de lutte ouvrière qui veut renverser le capitalisme pour offrir un avenir à l'humanité. J'espère ne décevoir personne, mais je n'ai pas l'intention de parler du réchauffement climatique. Du moins, pas de l'aspect réalité scientifique du réchauffement qui nous paraît évident à lutte ouvrière. S'il y a parmi vous des climato-sceptiques, c'est-à-dire des gens qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas une réalité, je les invite à réfléchir sur l'abondance de preuves scientifiques qui montrent cette réalité. Cette présentation a pour but de discuter des causes du réchauffement climatique et surtout des moyens politiques de les combattre pour éviter à l'humanité une catastrophe supplémentaire venant aggraver tous les maux qui l'accablent déjà: injustice, exploitation, oppression, guerre et dictature. En plus du changement climatique, qui focalise les préoccupations, d'autres problèmes environnementaux sont aussi inquiétants. La déforestation, qui peut mettre en contact des animaux sauvages avec l'homme et éventuellement lui transmettre des virus, mais aussi l'extinction des espèces sous l'effet des pesticides dans l'agriculture, les continents de plastique qui dérivent sur les océans, et bien d'autres. Disons tout de suite que nous ne pensons pas à lutte ouvrière que les changements environnementaux peuvent être combattus par des gestes individuels. Modification d'habitudes alimentaires ou de chauffage, de moyens de déplacement ou d'utilisation d'eau. Ce n'est pas en coupant l'eau quand on se lave les dents qu'on sauvera la planète. Le réchauffement climatique est un problème mondial. Ce n'est pas au niveau d'un pays qu'on peut le combattre, et encore moins au niveau des individus. On pourra nous objecter que si beaucoup de gens changent de comportement, cela aura un impact. Certes, mais les comportements de chaque individu sont très largement façonnés par la société dans laquelle ils vivent. La liberté individuelle, si l'on veut parler ainsi du quotidien de plusieurs milliards d'individus, la liberté individuelle donc de choisir son mode de vie, indépendamment de la marge générale de l'économie, est une illusion. Le mode de vie, ou plutôt les modes de vie de l'humanité, sont les produits de forces économiques puissantes. Et dans la société capitaliste dans laquelle on vit actuellement, c'est la grande bourgeoisie qui choisit pour toute la société en fonction du profit qu'elle espère retirer de ses choix. Prenons l'exemple du transport. Quel choix a une personne qui préfère les transports publics les moins polluants dans un monde où tout est organisé pour la voiture individuelle? Pour le plus grand profit des entreprises capitalistes qui commercialisent véhicules et carburants et sont soutenues par l'État, et où en plus, à moins d'être millionnaire, on n'a pas vraiment le choix de son lieu d'habitation, et qu'on ne trouve du travail, quand on en trouve, que toujours plus loin de chez soi. Quel choix individuel a-t-on? Eh bien, aucun. Alors, mettre les comportements individuels en accusation donne en fait l'occasion à la bourgeoisie de se dédouaner de sa responsabilité dans l'organisation de la société et de se défausser sur le plus grand nombre à coups de leçons de morale. Certains, conscients de l'influence déterminante des grandes entreprises, veulent faire pression sur les multinationales en organisant un boycott de leurs produits pour les forcer à abandonner certaines productions ou à adopter des procédés industriels moins destructeurs de l'environnement. C'est à nouveau considérer que ce problème a une solution du côté des individus, qui auraient un pouvoir en tant qu'acheteurs, en tant que consommateurs. Mais les familles populaires vivant de bas salaires, subissant le chômage, ne peuvent faire aucun choix. Elles sont totalement contraintes dans leurs dépenses, qui passent toutes en produits de première nécessité les moins chers possibles. Et je ne parle même pas des paysans sans terre et des habitants des bidonvilles qui survivent à peine dans les pays pauvres, où beaucoup n'ont même pas accès à de l'eau courante potable. Les réels consommateurs, ceux qui achètent beaucoup, sont ceux qui disposent le plus d'argent. Ainsi, tous les mouvements qui en appellent à la conscience des consommateurs pour qu'ils changent de comportement et fassent ainsi pression sur les entreprises s'adressent en fait aux couches les plus aisées de la société. Et il est pour le moins paradoxal de demander à la bourgeoisie en tant que grande consommatrice de faire pression sur la bourgeoisie en tant que propriétaire des entreprises et bénéficiaire de l'exploitation et du mode de production. On entend aussi souvent parler d'empreinte écologique, avec des raisonnements du genre « si toute l'humanité consommait comme les Français, il faudrait 6 planètes ». Encore une fois, c'est raisonner en fonction de la consommation et pas de la production, ce qui met hors de cause la grande bourgeoisie. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire consommer comme les Français? Comme un chômeur en fin de droit ou comme le milliardaire Bernard Arnault? Ce type de raisonnement convient bien au courant de l'écologie politique, qui prétendent qu'asseoir les leurs dans les fauteuils gouvernementaux sert à combattre la destruction de l'environnement. Pourtant, il suffit de réfléchir à leur bilan en France ou en Europe
pour comprendre qu'il est illusoire de vouloir protéger la planète dans une économie capitaliste où la grande bourgeoisie possède les moyens de production. Cette classe sociale possède quasiment tout et décide pratiquement de tout. Son monopole sur l'économie est l'obstacle majeur sur la voie d'un changement global de société nécessaire pour permettre à l'humanité un développement évitant les catastrophes environnementales et autres. Niant cela, voulant gommer toute opposition entre classes sociales exploiteuses et exploitées, l'écologie politique n'est qu'un courant des tenants du capitalisme. L'an dernier, lors de la campagne électorale européenne, la deuxième place de Pascal Canfin, ancien d'Europe Écologie Les Verts et ancien directeur du WWF, sur la liste macroniste aux élections européennes, illustre cette écologie politique entièrement compatible avec le règne de la bourgeoisie et totalement impuissante à sauver l'environnement. C'est vrai aussi des deux jeunes secrétaires d'État macronistes, Brune Poirson à la transition écologique et Gabriel Attal à l'éducation et à la jeunesse, qui sont allés faire campagne dans les manifestations des jeunes pour le climat. C'est aussi vrai des têtes de liste de la gauche aux élections européennes qui ont fait exactement pareil. Il faut dire que rien dans le ton général de ces protestations, les manifestations contre le changement climatique, ne gênait vraiment les membres d'un gouvernement entièrement dévoué à perpétuer la domination des capitalistes sur la société, ni ne gênait ceux qui aspirent à devenir à leur tour ministres. Or, les problèmes environnementaux ont comme point commun qu'ils sont insolubles tant que l'économie mondiale sera dirigée par des capitalistes qui recherchent avant tout leur profit individuel. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre tant que l'industrie, notamment celle des transports et de l'énergie, est aux mains, par exemple, des actionnaires de Peugeot ou de Total? C'est ce qui explique que des conférences internationales sur l'état de la planète ne peuvent au mieux que proclamer année après année, et on en est à la 25e COP, la 26e a été décalée pour cause de pandémie, et donc proclamer année après année la nécessité de baisser les émissions de ces gaz. Ce qui devient d'ailleurs à chaque fois d'autant plus urgent que les précédentes COP n'ont pas eu d'effet, ou très peu, car la priorité de la grande bourgeoisie, qui décide de ce qui est produit et de comment les travailleurs le produisent, est ailleurs, et que les États sont à son service. Ce qui est notable ces 2 dernières années, c'est la mobilisation dans la rue, ainsi que par des tentatives de grève scolaire, d'une partie de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse. Les communistes révolutionnaires que nous sommes se réjouissent que ces jeunes aient la volonté de ne pas être passifs face à l'évolution dramatique de la société et ne se satisfont pas de l'ordre établi et considèrent qu'il est de leur responsabilité de se mêler de politique. Ces mobilisations ont un caractère international qui est positif, car le réchauffement climatique est un défi que l'humanité ne peut pas surmonter tant qu'elle sera morcelée et emprisonnée par des frontières dépassées qui ne préservent que des États rivaux. C'est en tout cas bien plus progressiste que ne le sont les tenants des circuits courts et du mouvement locavore, c'est-à-dire ceux qui militent pour que l'humanité se nourrisse de production locale. Alors, ces tenants des circuits courts pourraient être une bonne dénonciation d'une des absurdités du capitalisme s'il s'agissait de contester la logique de dingue de profit des multinationales qui font voyager des marchandises sur des distances considérables du moment qu'elles bénéficient de la main-d'œuvre la moins chère et des prix de vente les plus élevés. Mais ériger le circuit court en principe, c'est aller à rebours de l'évolution de l'humanité, dont l'horizon est passé depuis bien longtemps, et heureusement, du village à la métropole urbaine. Vouloir revenir en arrière est tout simplement réactionnaire et irréaliste. Comment les millions d'habitants de la région parisienne, par exemple, pourraient-ils se nourrir de production locale ? Il n'est pas étonnant que ces concepts soient repris par ceux qui érigent le protectionnisme et les frontières en idéal. Pour en revenir aux mobilisations sur le climat, on ne peut que constater qu'elles charrient des idées contradictoires. Ce qui est dénoncé dans ces mobilisations peut l'être sur un ton radical, et même parfois le capitalisme est mis en accusation. Ainsi, Extinction Rébellion, mouvement britannique qui inspire des manifestations de rue, déclare, je les cite, « Si le capitalisme mondialisé des grandes entreprises continue de diriger la planète, la catastrophe mondiale est inévitable. » C'est parfaitement vrai. Mais c'est tout de suite après pour lancer cette exhortation, je cite à nouveau, « Nous devons faire ce qui est nécessaire collectivement et de façon non violente pour persuader les dirigeants politiques et les businessmen
de renoncer à leur complaisance et leur déni. Mais pourtant, ces dirigeants capitalistes, ces dirigeants politiques n'ignorent pas la réalité. Ils dirigent tout à fait sciemment un monde où les guerres et les injustices font des ravages, où l'exploitation des hommes et de la nature n'a de limite que lorsque les exploités en mettent par leur lutte. Persuader les grands de ce monde d'être autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des profiteurs et des défenseurs d'un ordre social qui mène au chaos, serait naïf, si ce n'était pas une façon de ramener ceux qui se mobilisent vers une contestation somme toute inoffensive, car implorant les capitalistes de trouver la solution à des problèmes dont ils sont la cause. Extinction Rébellion ajoute une touche décroissante à leur déclaration. Je cite à nouveau, « Chacun d'entre nous, particulièrement dans le monde développé, doit s'engager à vivre de moins, à consommer bien moins. » Ce qui, en fait, dans une société divisée en classes entre une minorité d'exploiteurs et une immense majorité d'exploités, revient à une injonction à destination de la foule de ceux qui vivent mal de leur travail de se contenter d'encore moins. Car qui peut sérieusement croire que les milliardaires peuvent être convaincus d'adopter un mode de vie frugal? Ces idées, même si elles entraînent une partie de la jeunesse bien intentionnée vis-à-vis de la planète, ne peuvent que servir à imposer aux travailleurs de se serrer la ceinture pendant que la bourgeoisie s'enrichit sans limite. L'idéologie de la décroissance est une utopie réactionnaire. Même lorsqu'elle est mise à la sauce marxisante par une partie de l'extrême gauche se plaçant en fait sur un autre terrain que celui de la lutte de classe, dans l'espoir de s'attirer les faveurs d'un milieu écolo largement petit bourgeois. Dénoncer la croissance capitaliste. C'est ambigu. Veut-on dénoncer le capitalisme ou veut-on dénoncer la croissance? Ce sont deux choses complètement différentes. Car si le capitalisme engendre bien la croissance des profits de la classe bourgeoise, la croissance de la spéculation et de la financiarisation, la croissance du chômage, la croissance des injustices de classe, des guerres, des dictatures et de bien d'autres fléaux, par contre, cela fait belle lurette que le capitalisme n'apporte plus rien à l'humanité en termes de satisfaction de ses besoins matériels, sauf pour une minorité de privilégiés, bien sûr. C'est ainsi qu'une pandémie se transforme en catastrophe économique, aggravant énormément les injustices sociales. Ces dernières années, le capitalisme a détruit des usines et laissé les infrastructures se dégrader, y compris dans la santé. Il est synonyme d'une stagnation économique générale quand il ne bascule pas dans la récession. Et pourtant, l'environnement continue à se dégrader de plus en plus vite. Dénoncer le productivisme en croyant s'en prendre au capitalisme, c'est laisser penser que le but des multinationales est de produire, et au bout du compte que les bourgeois, pour leurs propres intérêts, peuvent satisfaire les besoins matériels de l'ensemble de l'humanité, ce dont en réalité leur système n'est plus capable depuis longtemps. Ce n'est pas la croissance en général qui est nocive, mais le capitalisme et ses méthodes de production, dont Marx disait déjà il y a 180 ans qu'il épuise deux sources de richesse, le travail et la terre. En France, une pétition en ligne intitulée L'affaire du siècle a recueilli l'an dernier plus de 2 millions de signatures. Ces initiateurs pointaient le décalage entre l'autosatisfaction affichée par le gouvernement français en 2015 à l'occasion de la COP 21 et de la signature de l'accord de Paris pour la réduction des gaz à effet de serre et la triste réalité quelques années après. Les organisations à l'origine de l'affaire du siècle, dont Oxfam France, dirigée par Cécile Duflot, ancienne ministre écologiste de Hollande, et la fondation Nicolas Hulot, du nom de l'ancien ministre de Macron, ces organisations ne cherchent pas à expliquer ce décalage. Au contraire, ne voulant en aucun cas pousser le public inquiet de l'avenir du climat à se méfier de cet État qui ne contraint jamais les capitalistes, elles cherchent à renforcer les illusions réformistes en implorant, je cite, « l'État a obligation d'agir pour empêcher la dégradation du climat, tout en garantissant la justice sociale. » Mais c'est faire croire que l'État représenterait l'intérêt général et aurait comme mission la justice sociale, ce que la réalité dément jour après jour. La pétition de l'affaire du siècle a débouché sur une plainte en justice contre l'État pour inaction climatique. Mais quand bien même un juge condamnerait l'État à réduire les émissions de gaz à effet de serre, quel impact réel cela aurait-il? L'État français a déjà été condamné à plusieurs reprises pour contrôle de police au faciès, par exemple. Ont-ils cessé pour autant? Et même si l'État, ainsi poussé de mauvaise grâce, pondait tout de même des lois intimant aux entreprises de réorganiser leur production pour freiner le réchauffement climatique,
Rien ne garantit qu'elles obtempéreraient. Il existe bien une douzaine de lois prônant l'égalité entre les femmes et les hommes. Elles s'empilent, mais le patronat refuse obstinément d'augmenter les salaires des femmes pour les mettre au niveau des hommes. L'appareil judiciaire ne peut pas contraindre un État dont il fait partie à agir contre sa nature profonde. Soutenir les capitalistes dans leur course au profit, sa nature profonde qui est de soutenir les capitalistes dans leur course au profit, et tant pis si cela veut dire exploitation, pauvreté et gâchis de l'environnement pour le reste de la population. La démission de Nicolas Hulot du gouvernement en 2018 a, semble-t-il, été un des facteurs jouant un rôle dans la réussite des mobilisations de rue pour la préservation de l'environnement qui ont eu lieu dans les mois qui ont suivi. Sans même discuter de sa politique, qui à l'évidence n'était pas de nature à révolutionner la marche de l'économie. L'ex-ministre d'État de Macron, Nicolas Hulot, a avoué son impuissance politique face au lobby industriel, c'est-à-dire face à la grande bourgeoisie. Il a déclaré « Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas les moyens. On sait très bien à l'avance que les objectifs qu'on se fixe, on ne pourra pas les réaliser. » Eh bien, malgré cette évidence que le pouvoir appartient en réalité aux capitalistes, et non pas aux ministres qui ne font qu'exécuter les ordres, eh bien les dirigeants des mobilisations sur le climat répandent toujours les mêmes illusions réformistes sur le rôle de l'État. Ils se donnent pour but d'influencer les institutions qui ont 1000 fois prouvé que leur rôle était de faire en sorte que les structures sociales ne changent pas, contrairement au climat. La jeunesse qui se mobilise ressent ces contradictions et cherche une voie pour éviter l'avenir sombre que promet le capitalisme. La jeune Suédoise Greta Thunberg est elle-même un concentré de ces contradictions. D'un côté, elle réclame que le Parlement suédois, où elle a commencé son action de grève scolaire, ou bien Macron qui l'a reçu à l'Élysée, et les autres dirigeants des États auxquels elle a adressé des discours, eh bien elle réclame qu'ils agissent tous pour préserver le climat, comme le réclamerait n'importe quel politicien réformiste. Mais d'un autre côté, elle se montre consciente des limites de ces pressions. Je la cite. « Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe du plus petit nombre, et si des solutions au sein du système sont impossibles à trouver, nous devrions peut-être changer le système lui-même. » Alors cette jeunesse se trouve devant un choix politique. Soit elle marche dans les pas des Hulot, Duflot, Jadot et autres, en restreignant les buts de sa mobilisation à ce qui ne remet absolument pas en cause le système capitaliste. Elle se placerait alors sur le terrain de la lutte contre le productivisme et la surconsommation en général, donnant ainsi aux dirigeants des États des justifications pour s'en prendre toujours plus au niveau de vie des classes populaires, appelées à subir des restrictions alors que rien ne limite la croissance des profits de la grande bourgeoisie. Elle ignorerait le gâchis inhérent au capitalisme, car il est basé sur la guerre économique permanente entre les entreprises et entre les États, débouchant sur l'anarchie et des crises dans la production. Elle chercherait à s'appuyer sur les institutions étatiques, sans tenir compte des innombrables déconvenues du passé, cherchant tout au plus à faire pression sur elles en écartant toute idée de les renverser. Elle ne pourrait pas espérer mieux, comme fruit de son action, qu'une convention citoyenne sur le climat, qui sert de paravent environnemental à Macron. Elle limiterait ainsi son combat à une défense de l'environnement, apparaissant consensuelle mais en fait impuissante, se cachant à elle-même la nature incontrôlable du capitalisme et l'avidité sans borne de la bourgeoisie. Elle ne mettrait même pas en cause l'impérialisme et son militarisme, responsable de l'immense gaspillage de ressources que représentent les guerres et la production d'armement. Ni les frontières des États nationaux obsolètes depuis longtemps et entravant toute solution sérieuse, se posant à l'échelle mondiale, comme le changement climatique. Ou bien alors, une partie de cette jeunesse révoltée, cherchant la direction à emprunter pour éviter que l'humanité affronte les répercussions climatiques de l'inconséquence, de l'irrationalité et du chaos du capitalisme, réalise qu'il n'y a pas d'autre solution que de contester le pouvoir à la bourgeoisie. Il s'agit de comprendre que le capitalisme, malgré les progrès techniques époustouflants dont l'humanité est capable, s'avère complètement impuissant à résoudre des problèmes de base, tels que l'accès de chaque être humain sur Terre à la santé, à l'alimentation, à l'eau potable, au logement, à l'éducation, etc. Alors, comment cette société pourrait affronter des défis comme le réchauffement climatique, tant qu'elle reste enfermée dans ce système économique absurde? Seule l'exportation de la grande bourgeoisie,
pour mettre les moyens de production concentrés aujourd'hui entre les mains des multinationales au service de l'ensemble de la population, peut offrir à l'humanité l'occasion de réorganiser et de planifier les forces productives mondiales en vue de satisfaire les besoins des 7,5 milliards d'habitants actuels sans mettre en danger la vie des 10 milliards de demain. Il est impossible d'agir pour empêcher la catastrophe climatique sans rien bouleverser du reste de la société. Et bouleverser l'ordre social ne peut être envisagé qu'à l'échelle à laquelle ces grandes firmes capitalistes ont porté l'économie, au niveau mondial. Briser les frontières nationales et permettre la coopération des différentes parties de l'humanité est une nécessité. Le capitalisme a porté l'humanité au seuil de cette révolution, mais n'est plus capable depuis longtemps de faire un seul pas en avant dans le sens du progrès. Au contraire, d'un seul pas dans le sens du progrès, c'est-à-dire que la bourgeoisie aurait à y perdre ses privilèges de classe. Au contraire, avec l'aide des États qui protègent son pouvoir, elle fait régresser la société de catastrophes économiques et guerrières en catastrophes environnementales. En renversant la bourgeoisie, en brisant les États qui sont des freins à l'évolution sociale, la révolution ouvrière sera le point de départ d'une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité. L'économie pourra être maîtrisée rationnellement sans l'anarchie de la concurrence, et être planifié pour une utilisation économe tant de la force de travail que des ressources naturelles, être enfin au service des besoins de chaque être humain. Les militants communistes ont confiance dans les progrès de la science et des technologies, à condition que l'organisation sociale de l'humanité lui permette de les utiliser rationnellement. Nous nous adressons à ceux qui ont à cœur d'agir pour que l'avenir de l'humanité ne se résume pas aux sombres convulsions de l'aggravation de l'exploitation et des crises multiformes engendrées par le capitalisme. Nous œuvrons pour qu'il résonne sur les contradictions insurmontables du capitalisme et pousse jusqu'au bout les idées de changement social, pour que le slogan « Changeons de système et pas le climat » trouve sa prolongation dans la conviction que le capitalisme doit être renversé et que le communisme est l'avenir de l'humanité.